Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h46 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Et notre invitée, c'est Élodie Fayet. Bonjour. Vous êtes chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Vous êtes responsable du programme de recherche dissuasion et prolifération. On va bien sûr parler de nucléaire avec vous. Vladimir Poutine a averti jeudi dernier les Occidentaux contre une menace réelle de guerre nucléaire. Quelques jours avant, Emmanuel Macron n'avait pas écarté l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Est-ce qu'on est là dans de la dissuasion classique? Est-ce qu'on est dans une montée des craintes? On en est où exactement? C'est une rhétorique tout à fait classique de Vladimir Poutine qui, lorsqu'il se sent en difficulté sur le plan de la guerre en Ukraine, regarde son jeu de cartes qui commence à se réduire et il nous sort la même carte qu'il fait depuis 2 ans, c'est-à-dire la carte du nucléaire. Alors, il y a 3 publics différents face à ce discours. Il y a déjà l'opinion publique russe en interne. Cette menace nucléaire sert à rappeler à la Russie qu'elle est une grande puissance nucléaire au même niveau que les États-Unis et supérieure à la France quand on regarde le nombre d'armements. Il y a aussi le public des dirigeants occidentaux. Donc ça sert déjà à montrer que le message d'Emmanuel Macron, il a bien été reçu en Russie et que Poutine considère que éventuellement, effectivement, un possible envoi de troupes occidentales en Ukraine pourrait aider les Ukrainiens, ce qu'il n'a pas du tout envie. Donc là aussi, il sort la carte du nucléaire. Et puis la troisième cible, c'est les opinions publiques occidentales dont on fait partie. Et il sert là aussi à essayer de miner, de détruire en fait le soutien que peuvent avoir les opinions occidentales envers l'Ukraine. Mais vous êtes spécialiste de la dissuasion nucléaire notamment. Or, ce qu'on a reproché justement la semaine dernière, c'est plutôt à Emmanuel Macron d'avoir entaché un petit peu la stratégie de dissuasion qui est basée sur l'incertitude. Le fait de dire que du faible au fort, que quoi que fasse Vladimir Poutine, nous, à un moment donné, on peut le détruire si on en a envie et si on s'estime complètement menacé. Donc, est-ce que là, en disant on met des troupes au sol, il n'a pas un peu cassé la stratégie nucléaire française? Pas du tout. Il n'y a vraiment pas de réelle connexion entre l'annonce d'Emmanuel Macron et la stratégie de dissuasion nucléaire française qui reste sur des menaces vraiment de très haut du spectre et sur des perspectives d'affrontement direct entre la France et la Russie ou entre l'OTAN et la Russie. Là, on s'inscrit sur... En plus, une annonce relativement floue, quelque chose où il dit simplement on n'exclut pas la possibilité de. Et quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il s'agirait plutôt. Tout le monde lui est tombé dessus en Europe. Il n'y en a pas un qui a défendu la Lituanie. Il y a plusieurs. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Il y a plusieurs quand même pays baltes et les pays d'Europe de l'Est qui sont les premiers inquiétés par la menace russe, qui ont exprimé à Emmanuel Macron qu'au contraire, ils appréciaient le fait qu'il avait un petit peu secoué l'Europe occidentale. C'est surtout en fait l'Allemagne qui s'est montrée extrêmement peureuse par rapport aux déclarations de Macron. Mais à nouveau, ce que propose éventuellement Emmanuel Macron, c'est plus de l'assistance aux forces ukrainiennes, quelque chose qui se passerait déjà actuellement, mais qui là serait du coup un petit peu plus clair. Mais on n'est pas du tout en fait sur le même langage dissuasif que lorsqu'on met 3 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français à la mer pour bien montrer à la Russie que nous aussi on a une puissance nucléaire. Mais si je vous comprends bien, dans la manière dont Vladimir Poutine montre ses cartes, plus il utilise la carte nucléaire, plus il est faible en fait. C'est ça qu'il faudrait interpréter? Oui, en fait c'est ça le message de fond, c'est que plus il utilise la menace nucléaire, ça veut dire qu'il a moins d'options à sa disposition et qui se sent un petit peu aux abois face à l'avancée en fait du soutien occidental à l'Ukraine. Cependant, il ne faut pas non plus prendre cette menace à la légère et donc ça montre qu'il faut poursuivre un dialogue stratégique avec la Russie parce qu'en fait, c'est la responsabilité des États dotés d'armes nucléaires qui continuent à discuter entre elles, même dans des cas dramatiques comme une guerre aujourd'hui. Et encore maintenant, il y a des réunions entre des officiels français, américains et russes pour essayer de bien comprendre où est-ce que se positionne la menace nucléaire russe. Mais Héloïse Fayet, en fait, j'étais un peu étonné parce que depuis le début, vous avez l'air de dire que Vladimir Poutine a moins de cartes en main. Or, c'est pas ce qu'on entend depuis quelques semaines. Il y a eu le succès quand même de la contre-offensive russe, la reprise de bastions ukrainiens, le fait que dans le monde, quand on regarde la planète, il y a beaucoup de pays qui sont derrière la Russie, en tout cas qui ne condamnent pas, notamment des pays gigantesques comme la Chine ou l'Inde. Vous avez l'impression, vous, qu'il a moins de cartes en main qu'au début du conflit, Vladimir Poutine? Alors, il a moins de cartes en main à un niveau stratégique. Après, effectivement, sur le plan tactique,
tactique. On voit très bien que la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023 n'a pas aussi bien fonctionné qu'on le souhaiterait. On voit très bien que le conflit est enlisé au bout de 2 ans. Donc sur le plan tactique, il y a effectivement des tensions qui restent fortes. Cependant, sur le plan stratégique, il voit justement que l'Occident continue à soutenir l'Ukraine. Et c'est ça qu'il essaye en fait de déminer. Il y a l'hypothèse Trump quand même. Hein. Oui, mais alors c'est important de ne pas se lancer dans une prophétie autoréalisatrice et de s'auto-persuader que Trump va revenir au pouvoir en novembre 2024. Mais c'est justement ça, voilà, qu'il est vraiment important de maintenir un front uni en fait pour continuer à soutenir l'Ukraine afin qu'elle ne perde pas cette guerre. Et ça passe par l'unité du camp occidental. Merci beaucoup, Héloïse Fayet, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, d'être venue nous voir ce matin.